vendredi 17 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi, nous allons tout d'abord parler de la libération de Kidal par l'armée malienne, annoncée par les autorités maliennes. Ensuite, il sera question de la sortie médiatique du Bureau national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ben Saman, sur la situation générale de la justice dans le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Enfin, le sommet Arabie Saoudite qui s'est tenu le 10 novembre dernier en Arabie Saoudite. Et pour en discuter, nous recevons M. Arimi Abba. Il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Depuis près d'une semaine, les combats ont opposé l'armée malienne et les combattants du cadre stratégique permanent de la ville de Kidal. Les autorités maliennes de transition ont fait de l'entrée de l'armée à Kidal une question de souveraineté nationale, tandis que les rebelles du CSP dénoncent une violation de l'accord de paix. Et dans un message retransmis par la télévision nationale ORTM ce mardi 14 novembre 2023 et relayé par la page Facebook de la présidence du Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Hassimi Goïta, chef de l'État, a annoncé, je cite, « Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal », une déclaration qui marque un tournant historique dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Alors je commence avec vous, Arimi Abba. L'armée malienne a donc repris aux mains des rebelles Kidal. Alors comment avez-vous accueilli cette information ? Bon, c'est une information importante, je dirais, dans le cadre vraiment de la crise que le Sahel traverse actuellement. Et tout de suite, j'ai pensé à deux acteurs importants. Lesquels alors ? Notamment le président du Mali, n'est-ce pas ? Donc je pense qu'au-delà du fait qu'il s'agissait pour les forces armées maliennes d'affirmer leur souveraineté, d'affirmer vraiment leur emprise sur cette partie du territoire. Ça agit aussi pour Assimi Goïta, à mon avis, que c'est carrément un problème personnel aussi. Et j'étais certain, j'ai été vraiment réconforté dans ma façon de voir quand j'ai entendu sur certains médias dire que justement en 2012, c'était lui qui voulait, après le départ de l'arrivée des forces françaises, puis de l'ONU Mali là, c'était lui d'ailleurs qui était à la tête de l'armée malienne et on lui aurait empêché de rentrer. Donc après il a fait son coup d'état et on a vu tout son entêtement, toute sa hargne de vouloir vraiment reconquérir cette partie du Mali. Et donc aussi j'ai pensé à l'ancien président Issoufou qui à un moment de la crise avait sorti tout de même que toutes les attaques qui nous viennent ici au nord Tilaberi, à l'ouest de Tawa aussi, venaient justement, que leur source c'était Kidal. Donc aujourd'hui l'histoire donne raison. Peut-être que sera vraiment, il y aura un soulagement. Et c'est en cela que c'est triste vraiment de constater, à mon avis, quand même le comportement qu'ont eu les Français, n'est-ce pas, qui ont carrément empêché à l'armée malienne d'y accéder, mais aussi de l'amunissement qui est venu s'installer pendant 10 ans. Et cette ville était aux emprises des rebelles pendant rebelles près surtout, de 10 ans. En tout cas, personne ne reconnaît être terroriste à ce niveau-là. C'est la même mise vraiment des rebelles, je dirais entre guillemets Touareg, n'est-ce pas, de la zone. Mais comment comprendre pendant près de 10 ans, avec la présence de l'armée française, que cette ville n'ait pas pu être récupérée ?
Mais écoutez, c'était une des conditions d'ailleurs des Français quand ils se sont installés. Ils ont tout de suite dit que non, il n'était pas question que l'armée malienne rentre à Kidal. À Kidal, oui. Donc c'était resté comme une zone tampon. Zone rouge, et oui. beaucoup ont cru tout de même que c'était la condition de la paix. Jusque-là, il y en a qui continuent à dire que cette guerre pour Kidal était de nature à enfoncer la situation au Mali. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les forces armées maliennes ont pris cette ville, n'est-ce pas, importante du nord Mali. C'est carrément, on dira que c'est la dernière ville du nord Mali. Est-ce que maintenant, vous savez, on est dans une situation de guerre, il s'agit de prendre, mais il s'agit de ne plus perdre cette ville-là. Parce que et c'est un nouveau élan pour ce peuple de la ville de Kidal qui a vécu pendant près de 10 ans. Vous savez, c'est une situation de guerre. Il y a une communication entre les deux parties de Maliens, n'est-ce pas, les Touaregs, les forces Touaregs du MLA qui étaient là et qui essayaient de retenir, de vraiment... Tout de suite, la MINUSMA partie, ils ont occupé la ville et ils en faisaient leur affaire. Et là, les FAMA qui ont pris cette force. Donc, chacun mène sa communication. Je crois que il est un peu risqué de se dire que c'est peut-être la fin du terrorisme. C'est notre souhait, n'est-ce pas? Et si c'est le cas, ça confirme aujourd'hui que que Kidal a été le bastion, n'est-ce pas, pour le départ de ces forces-là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est seulement l'avenir qui nous le dira. Parce que vous comprendrez que moi, je suis gêné de dire que si c'est le cas, que vraiment tout le MNLA, tout ce qu'ils ont fait, qu'ils faisaient ça pour entretenir cette situation, ça allait être vraiment très grave. Bon, quoi qu'il en soit, il était aussi quand même très clair qu'il y a des ramifications. Certains avaient un pied certainement au MNLA, d'autres l'autre pied du côté aussi des terroristes. Bon, il faut se le dire. Quoi qu'il en soit, c'est une zone extrêmement importante et la revendication pour l'État Azawad, n'est-ce pas, que d'aucuns confondent avec l'organisation commune du Sahara que la France a voulu mettre à la fin de la colonisation avant de s'en aller, n'eût été aussi la vigilance des hommes politiques de l'époque, dont le Malien... Donc c'est vraiment une nouvelle... Donc c'est un nouveau chapitre. C'est un débat. Moi je pense que ça ne met pas fin. Ça repose le débat sur cette question-là. Quoi qu'il en soit, les Africains, à mon avis, doivent être pour un Mali unique. N'est-ce pas? On est déjà assez déchiré, assez entrecoupé que de vouloir d'un État dans cette zone-là, déjà, c'était vraiment quelque chose à ne pas envisager du tout pour nos pays. Parce que si ça avait marché au Mali, il n'y a pas de raison que le Niger ne soit pas concerné, que la Mauritanie ne soit pas concernée, le Burkina un tout petit peu et certainement l'Algérie. Et heureusement d'ailleurs l'Algérie, qui est une puissance militaire redoutable, est dans cette zone-là. Et donc vraiment, je pense que au moins pour l'unité du Mali, la prise de Kidal est une victoire pour tous les Africains. Merci bien. Comme nous vous l'annoncions, Memouna Diado, journaliste indépendante, vient de nous rejoindre dans ce studio. Alors avant de lui donner la parole, je retourne vers vous, Monsieur Ousseini Issa. Vous êtes journaliste indépendant. La prise de Kidal est une victoire pour tous aujourd'hui, pour l'armée malienne et pour tout Africain. Comment avez-vous aussi accueilli cette information aujourd'hui? Bon, bien évidemment, on a pris ça avec joie, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on a vécu au Mali, on a failli vivre ça aussi chez nous, ici, dans la région d'Agadez. Il ne faut pas perdre de vue cela. Quelle situation? Situation, la rébellion armée, tout ça. Les Français sont derrière. Il fallait balkaniser. Ils ont considéré qu'il fallait créer une situation où... Parce que c'est des zones qui sont extrêmement riches, le désert. C'est des zones désertiques. Il y a tous les minéraux dans ces déserts-là. Il fallait créer cette situation en montrant... Parce que c'était ça l'objectif. Tout à l'heure, Arimi vient de dire quelque chose qui est très pertinent. Quand ils sont venus pour aider le Mali à stopper la progression des djihadistes,
ils ont empêché à l'armée malienne. Alors, c'est à partir de là qu'on comprend que il y avait un jeu derrière, n'est-ce pas? C'était pas pour sauver le Mali, ils s'en foutaient pas mal des autres communautés maliennes. Ils ont fait combien d'années là-bas? Ils n'ont pas pu stabiliser la région. Ils ont empêché à l'armée malienne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont empêché à l'armée malienne. Mais comment je peux être dans mon pays où quelqu'un va dire que voilà, une région de chez moi, je n'ai pas le droit d'y accéder. Et que, y compris l'administration, moi, ça ne dépend pas de moi. L'administration, la sécurité ne dépend pas de moi. C'est des groupes armés, des jeunes gens qu'ils ont recrutés comme ça, où ils viennent, ils se donnent de l'importance. Chef rebelle de ceci, cela. Chaque groupe armé. Oui, qu'on leur donne une force. Quand vous entendez même dans la communication pour dénigrer l'armée malienne, c'était de dire que c'est une armée affaiblie, c'est un lambeau, c'est un lambeau. S'il n'y avait pas d'armée au Mali, c'était ça la communication de bout en bout. Quand il y avait, comment avait dit, parce qu'on entravait l'armée malienne. Goïta, quand il est arrivé, il a compris que non, ce discours-là. Ce n'était pas un non, je ne peux plus continuer. L'armée, le Mali, c'est un pays indépendant. Il s'est donné les moyens d'armer comment avait dit, les militaires, n'est-ce pas? Ils se sont imposés également. Les capacités, y compris en allant vers d'autres partenaires qui étaient prêts à l'aider. Le résultat est là, n'est-ce pas? Il a dit aux Français pacter. Ou les Français, ils ont estimé qu'ils vont pacter parce qu'il a fait appel aux Russes. Parce que vous avez vu comment on qualifie les Russes, que c'est les mercenaires. Wagner, c'est les mercenaires de Wagner, c'est des gens tortionnaires, sanguinaires, qui ne respectaient pas les supplétifs russes, n'est-ce pas? Mais eux, ils sont venus avec un objectif, il fallait aider un pays en difficulté. Ils ne sont pas venus avec l'hypocrisie. La preuve, il a suffi que les Français s'en aillent, que la MINUSMA s'en aille. Ils ont engagé l'offensive pour montrer à la communauté internationale l'efficacité. Les combats n'ont pas, en tout cas les affrontements, le combat, ça n'a pas duré un mois, tout au plus 2 semaines. Il y a aussi 2 semaines, toutes les localités qui étaient contrôlées où on montrait que c'était des guerriers, des braves, tout ça. Et le même discours que le régime dessus, les dignitaires du régime dessus nous servaient, en disant qu'ils sont plus aguerris, plus braves que nos militaires. Ça montre que c'est des cartons. C'est juste, on fait juste une communication pour montrer que c'est des forces qu'on ne peut pas que nos armées. Quand on va jusqu'à dire que son armée est faible devant des individus qui sont en moto, c'est une insulte. Alors ça pose un problème. Moi j'ai dit, c'est en cela que je suis très content, je suis très fier. Et c'est une victoire pour toute l'Afrique noire. Pour empêcher dorénavant que les gens acceptent d'être... On est déjà assez balkanisés. Si on doit encore accepter que nos pays là soient morcelés, ça va devenir grave. Parce que chaque puissance va venir s'installer dans une zone en négociant avec ceux qui vont diriger. Il n'y aura pas de développement dans ces pays. Il y a aussi ici ils vont piller nos ressources et puis s'en aller. De saluer les contributions des uns et des autres, parce que je crois que l'AES aussi a eu à contribuer dans ce combat. Oui, tout le monde a contribué. Non, je vais dire, en fait, c'était quoi l'obstacle, Nafissa? L'obstacle, c'était les blancos, là, les forces étrangères qui étaient là, n'est-ce pas? C'était eux, c'était ça l'obstacle. Ils ne sont pas venus. Mais j'ai dit aux gens, comment des gens qui ont des moyens sophistiqués de guerre, ils peuvent venir dans un pays comme le Mali, n'est-ce pas? Ou comme le Niger, ils sont là. Voilà des individus qui quittent en moto, qui peuvent parcourir 100 km. On dit qu'il y a des drones de surveillance et tout et tout. On ne les voit pas. Mais eux, ces mêmes gens qui sont en moto, 200 motos qui se suivent, ou qui peuvent venir dans un village, ils vont ramasser tout le bétail. Et ils vont convoyer ce bétail-là et puis disparaître. On ne sait pas où est passé. Pendant qu'on a des gens qui sont censés. Moi, c'est pour ça que j'ai dit en cela, Dieu merci. L'histoire a donné raison à Goïta. L'histoire a donné raison à Ibrahim Traoré. Et l'histoire aussi a donné raison, le fait qu'on dise à ces Français-là, vraiment, la souveraineté ne se sous-traite pas d'un pays. La souveraineté, la sécurité d'un pays ne se sous-traite pas. Quelqu'un peut venir en appui. Mais il ne peut pas être la principale force. Ici, on est arrivé dans ce pays où on dit, s'ils ne sont pas là, nous sommes foutus. C'est pas que le discours qu'on nous servait, mais nous sommes foutus. Si d'aventure ils s'en vont, c'est fou, parce que nous n'avons pas. Alors, ça montre que
on ne dénigre pas son armée, n'est-ce pas? Un chef de guerre est toujours là. Même si c'est 2 hommes qui restent derrière toi, tu vas les galvaniser pour aller jusqu'au bout. Mais on a assisté dans ce pays à un moment où on dit non, il fallait coûte que coûte. Alors, Maïmouna, moi je dis victoire, cette victoire-là, nous la partageons parce que je sais que Kidal, ce n'est pas seulement une affaire de rébellion. C'est aussi la base ailleurs des groupes terroristes, les djihadistes qui viennent, les chefs djihadistes, tout le monde est là-bas. Justement, le président Goïta l'a indiqué que malgré le succès de l'opération de reprise de Kidal, la mission n'était pas achevée. Il a rappelé l'engagement continu à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire. Alors vous, Maïmouna Diado, aujourd'hui, quelle sera la suite? Mais la suite, le président Goïta l'a dit. D'abord, il faut que je félicite. D'abord, votre réaction. Oui, ma réaction par rapport à la prise de Kidal par une victoire, en tout cas, une victoire sahélienne. Une victoire parce que c'est autant une victoire pour le peuple malien, c'est autant une victoire pour le Niger, pour le Burkina Faso. Parce qu'il faut également féliciter l'AES, parce que je sais que l'AES a eu également à travailler dans cette situation de reprise de Kidal, là où le G5 Sahel a failli. En tout cas, oui, le G5, il faut le dire, le G5 Sahel a failli. La création de l'AES, ça ne dure que quelques mois. Mais vous avez vu les preuves. Aujourd'hui, ça donne des résultats. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, en détruisant, en prenant Kidal, ça veut dire que ça prouve vraiment l'efficacité, l'intelligence et également la bravoure de nos armées. C'est ça qu'il faut s'en féliciter. Et aujourd'hui, c'est une partie du Niger rattachée à cette zone de Kidal qui est vers Ayoru et qui progresse vers Tilaberi. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui c'est autant une fierté pour le peuple malien et c'est autant une fierté pour le Niger. Voilà, donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de veiller à ce que les petites portions-là, qui sont entre les mains donc, de ces djihadistes-là, ces portions soient reprises par l'armée malienne. Et ils vont s'atteler à ça, parce qu'on ne peut pas crier victoire tout de suite, mais il faut être aussi vigilant. La vigilance est de mise. Ça veut dire que maintenant, c'est les frontières qui doivent être sécurisées, autant sécurisées. La base, la frontière du Mali et le Niger et le Burkina Faso, la zone des 3 frontières. Les 3 frontières doivent être sécurisées parce que ces gens-là, une fois chassés de Kidal, pour éviter qu'ils soient infiltrés encore dans nos pays. C'est ça en fait le risque et je pense que de la manière dont l'armée malienne est déterminée aujourd'hui à aller jusqu'au bout, je suis sûre qu'elles ne vont pas faillir et elle va continuer dans ce sens-là de ramener en tout cas toutes les portions-là qui ont été longtemps en tout cas coupées du Mali. Effectivement, pendant près de 10 ans. Pendant près de 10 ans. Comme ça mais aujourd'hui, regardez les gens qui criaient victoire, que Kidal est dans les mains des djihadistes. Aujourd'hui, ils ne parlent pas, ils ne sortent pas pour féliciter, au moins, ils n'ont qu'à sortir au moins pour féliciter le Mali. Et voilà, ça donne raison, l'histoire donne raison que ce sont les Français qui étaient impliqués dans cette situation de djihadistes. Parce que nos populations, ils donnent les armes à nos propres populations pour s'entretuer. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, l'armée malienne n'est plus sur le territoire du Sahel. Et voilà aujourd'hui que c'est des victoires que ces forces armées sont en train d'avoir. Et le défi aujourd'hui, il est énorme pour cette armée malienne. Mais le défi est énorme. Et je pense que l'exemple doit être pris également au niveau donc, des autres pays. Comme le Niger, le Burkina Faso. Déjà, le Burkina Faso aussi est en train de faire ses preuves. Le Niger aussi est en train de faire ses preuves. Parce que chaque jour, on nous sort le bulletin, en tout cas, des djihadistes neutralisés par-ci, par-là, des opérations, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'en termes de communication même, nos pays sont en train d'évoluer. Oui, rapidement, pour clôturer ce sujet. C'est qu'en réalité, moi, je n'ai plus de crainte. Je n'ai plus de crainte. À travers l'AES, une ville qui a été... À travers, on avait, les Français, les Occidentaux étaient là à s'amuser avec nous.
Parce que les gens viennent poser des questions de financement avec nos propres moyens. Là, on a dit on va mutualiser nos efforts, nos moyens de guerre. Ça veut dire que comment on appelle ça, les ramassis de machins qui ont fui là. Mais ils n'ont plus où aller, c'est dans les montagnes, ils vont être traqués, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a plus de ravitaillement. Parce que c'est quoi la force d'une guerre? Quand tu n'as pas la logistique qui suit, tu vas perdre la guerre. Effectivement. Mais j'ai vu. Cette victoire donc de l'armée malienne est à saluer et les défis sont énormes pour eux. On espère bien que les défis soient relevés pour mieux maintenir cette ville et au-delà de Kidal, tout le pays du Mali en sécurité et en paix. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. Retour ici au Niger où le mardi 14 novembre dernier, le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, le Ben Saman, a tenu à examiner la situation générale de la justice dans le pays depuis les événements du 26 juillet. Alors, Memouna, avez-vous déjà eu à avoir connaissance de cette sortie médiatique? Que pensez-vous donc de cette sortie médiatique? Oui, comme tout autre Nigérien, j'ai suivi ça. Avec, en tout cas, ça me donne à dire que le Saman aujourd'hui est dans son rôle d'interpeller quand ça ne va pas, d'interpeller pour dire que aujourd'hui c'est une alerte que nous sommes en train de vous donner, parce que le Saman a mis l'accent sur l'indépendance de la justice. Effectivement. Et c'est cette indépendance de la justice que nous autres Nigériens, nous étions en train de décrier. Oui, mais justement, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui gangrène même la justice, la crédibilité de la justice ici au Niger? Mais ce qui gangrène, c'est qu'il y a toujours des magistrats, brebis galeuses, excusez-moi, des magistrats qui sont là, qui, en fait, au lieu de faire le rôle, ou bien de jouer le rôle qu'ils doivent jouer, ces magistrats n'ont pas amené un grand changement au niveau donc de la justice. Ça veut dire que trop longtemps, pendant 12 ans, nous avons vu une justice qui était quand même enchaînée. Ça veut dire qu'une justice qui ne pouvait pas, en tout cas, en termes d'indépendance... Vous voulez dire qu'il y a aussi des dossiers qui sont restés sans suite. Des dossiers qui sont restés sans suite et qui devraient être, en fait, des dossiers où les gens devraient savoir connaître quand même le contenu jusqu'à la fin de ces dossiers-là. Mais le Ben Saman est dans son rôle, il ne faut pas se le cacher. C'est son rôle d'interpeller quand ça ne va pas, au niveau donc des juridictions de la justice surtout. Ils ont décrié l'indépendance de la justice parce que dans un pays, il faut qu'on ait une justice indépendante, une justice qui serait capable de juger n'importe quel individu, une justice où les dossiers, quand ça va venir au niveau de cette justice, qu'on puisse quand même faire le jugement de ces dossiers-là. Mais aujourd'hui, il y a plein de dossiers qui souffrent au niveau donc de cette justice. Regardez aujourd'hui, même dans les prisons, combien de personnes, combien de prisonniers attendent d'être jugés. Et aujourd'hui, c'est cette lenteur-là. Il y a une lenteur qui est là et que c'est cette lenteur aussi qui fait en sorte que quand ça ne va pas, il faut décrier. Et le Ben Saman, je ne pourrais pas aller plus loin de ce qu'ils ont dit, mais je suis sûr que l'appel qu'ils ont lancé, parce qu'ils ont également interpellé le président, CNSP, le chef de l'État du CNSP, pour dire qu'il a dit qu'il ne va pas s'immiscer dans les affaires juridiques. Et il pense que ce qu'il a dit, il s'en tiendra à ses propos. Donc voilà, moi ce que j'ai compris. Arimi, vous de votre côté, quelle analyse avez-vous de cette sortie médiatique du Ben Saman? Écoutez, dans tous les cas, le Saman était attendu parce que leurs membres, je voudrais dire les magistrats, les juges, ont tellement été mis en cause, à tort ou à raison, allons savoir. Mais toujours est-il que c'est une institution importante. On parle en matière de démocratie du troisième pouvoir, après l'exécutif et le législatif, c'est le judiciaire. Au vu du texte qu'ils ont sorti, de leur déclaration,
il faut retenir que, en fait, ils ont soif de bien faire. Effectivement. N'est-ce Et pas? avec les... C'est une déclaration que je trouve très responsable. Et ils ont demandé notamment à revoir le fonctionnement même du Conseil de la magistrature. Parce qu'en fait, vous avez vu, de tout temps, le président, le chef de l'exécutif, et aussi le chef, parce que le président le magistrat suprême, il y a quelque peu de l'amalgame, il y a un peu vraiment une sorte de cumul de fonctions, n'est-ce pas? Ça veut dire que ces institutions ne sont pas, ces pouvoirs ne sont pas aussi indépendants. Or, ce qui fait la démocratie, c'est l'indépendance entre... moi, lu entre les lignes, j'ai comme l'impression que le Saman veut que un peu le chef de l'exécutif ne soit plus le chef du Conseil supérieur de la magistrature, qui s'occupe de beaucoup de choses, notamment l'affectation. Mais est-ce que c'est raisonnable selon vous? Moi, pour moi, ça ne me gêne absolument pas, mais vraiment que ça soit ainsi, n'est-ce pas? Parce que, quoi qu'il en soit, le président de la République, je ne parle pas du CNSP, mais le président qui sera élu, c'est un homme politique, n'est-ce pas? Est-ce que on est assez mûr pour lâcher vraiment tout le monde, vraiment être jugé comme il se doit, enfin, connaissant comment les alliances se font dans ce pays? J'espère que ça va changer. Et c'est l'espoir qu'on place en cette transition, entre autres. Mais aussi, quand les gens commettent leur bévue, ils se cachent derrière le parti politique, ils se cachent derrière la majorité, ainsi de suite. Et donc, quand c'est le chef de cette majorité-là qui est... Voilà. Donc, il a le moyen quand même d'agir d'une manière ou d'une autre. Parce que il y a même ce qu'on appelle vraiment l'autocensure. Autrement dit, tu connais ce que le chef de l'institution veut. Donc, tu sais ce que le chef du groupement veut. Est-ce que tu peux aller au bout? Alors que si c'est ni vu ni connu, c'est pas lui qui te nomme, c'est pas lui qui te place, c'est pas lui qui t'affecte, bon, c'est quand même une portion de leur pouvoir qu'on redonnerait aux juges. Ça, c'est entre autres. Mais aussi, ils estiment que de tout temps, on ne les a pas laissés faire leur travail. Or, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays en Afrique ou de la sous-région? Il y a moyen vraiment, je crois que qu'on se donne certaines vraiment, qu'on se fasse violence. Parce que la démocratie que nous gérissons, son fondement, c'est vraiment la justice. Tant que ça ne va pas au niveau de cette institution, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'aucune société au monde, ça peut être la plus dictatoriale possible, la plus, comment dirais-je, mais la plus non religieuse possible, mais quand il n'y a pas la justice, ça ne va pas. C'est la justice vraiment qui est le fondement de toutes ces choses. Et on pense même que de toute la situation que nous vivons, c'est dû, entre autres, vraiment à l'injustice qui prévaut au niveau de notre société. Ça prouve les enfants, que la situation de la justice du Niger est chacun, toujours... Finalement, et c'est l'homme, il n'accepte pas l'injustice. D'une manière ou d'une autre, il essaie de se rendre justice. Et donc, c'est vraiment... que ce soit au niveau du bas niveau, au niveau vraiment de la population, ou que ce soit au niveau vraiment de l'élite, c'est un travail à faire. Il y a une violence à se faire. C'est nous tous en fait. Le Ben Saman a également demandé instantanément au CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2023 portant création de la COLDEF, dont ils estiment que certaines des dispositions empiètent sur les attributions du pouvoir judiciaire. Alors, au CNISA, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Bien évidemment. Bien évidemment. Ils ont raison. On ne peut pas prendre, je ne sais pas exactement, on ne peut pas prendre des dispositions, comment dirais-je, comme on avait dit, qui sont des prérogatives qui sont réservées aux juges
pour donner à une structure où c'est des gens qui sont là, qui a été créé. Les juges, ils sont là, c'est des professionnels qui sont là pour juger. Donc, selon eux, la création de ce COLDEF n'est... Non, c'est pas en soi. Moi, ma position, ma position, j'ai dit, tout à l'heure, je vais aller plus loin. On parle de pouvoir exécutif, de pouvoir législatif et judiciaire. La justice est le principal pilier dans une démocratie, partout au monde. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant que la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas de démocratie. Parce que c'est quoi la démocratie prône? N'est-ce pas? L'égalité entre les citoyens. Le respect mutuel, le pactage, comment dirais-je, la prise en charge des préoccupations. Égalité. C'est la justice qui garantit ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est pas réel ici. Ils ont dit exactement, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont dit, les 3 points là. D'abord, il y a, comme on avait dit, cette histoire du Conseil supérieur de la magistrature, qui est carrément une affaire politique. Parce que c'est eux qui décident de où le juge, là, il va aller où. On peut te balancer parce que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi, on t'a donné des instructions, tu n'as pas suivi, on peut t'envoyer à Bilema. En te disant, c'est une sanction, demain, tu ne vas pas refaire. Et ça fait quoi? C'est que ça joue sur les juges. Parce que les gens, ils se mettent dans la logique où celui qui m'a nommé, celui qui peut m'amener dans un endroit. Il faut revoir ça. Je suis tout à fait d'accord, il faut revoir ça. Le deuxième aspect qu'ils ont demandé, comme avait dit, la levée, la suppression de ces immunités aux politiciens, les prisonniers, ministres, députés. Et moi, tout le monde est d'accord avec ça. Il faut qu'ils soient jugés au même titre que tous les citoyens. Pourquoi on va donner des privilèges de juridiction à des gens? C'est les mêmes gens que nous. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que pour que ça puisse fonctionner, pour que les gens aient peur, c'est qu'il faut que tu te dises que si tu voles un franc, il n'y a rien à faire. On ne va pas se mettre à mettre une commission pour t'interroger où les gens vont venir. Non, on ne va pas le mettre. Non. Moi, je dis c'est une très bonne chose. Maintenant, le parquet qui se retrouve rattaché, le parquet aussi doit être indépendant, n'est-ce pas? Voilà les 3 principaux. Et ça, les 3 principaux axes, et ces points-là, ils les ont toujours exposés. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. Mais l'homme politique, là, ne va jamais changer. N'est-ce pas? Parce que le principal instrument, ou du moins la principale arme pour les hommes politiques, c'est la justice. Je détiens la justice. Tu m'énerves. Tu me mets les bâtons dans les roues en tant qu'adversaire politique. Je vais monter quelque chose, je vais trouver un juge qui va te condamner sans état d'âme. Maintenant, quand la justice est véritablement indépendante, on crée les conditions pour que le procureur... Parce que ça peut se faire. Il ne faut pas se faire. Moi, quand les gens disent non, ça peut se faire. Et ça se fait dans les contextes généralement de transition militaire. Et c'est en cela que je demande aux Saman. Le tout n'est pas de faire des déclarations. Donnez-vous les moyens d'imposer cela pendant cette période-là. Pour que ça soit maintenu. Comme ça, ceux qui vont venir après, ils seront obligés de travailler avec. Effectivement. Mais si d'aventure ils se couchent après la déclaration, il ne faut pas s'attendre à ce que les acteurs politiques là, ils viennent remettre en cause quelque chose. Moi, je dis, chaque fois que je vois les amis juges, je leur dis, hey, quelqu'un ne va pas venir. Les populations sont d'accord, les populations sont prêtes à vous soutenir. Mais il faudrait vraiment que ça vienne de vous-même, effectivement. Ce n'est pas simplement dire qu'il faut que le pouvoir, mais j'ai pris acte. Mais entre prendre acte et vouloir échanger, il y a souvent un fossé. Mais vous, aujourd'hui, Memouna, quelles sont vos recommandations pour que vraiment la justice nigérienne soit indépendante et œuvre en toute transparence? Mais c'est ce que Hussein vient de dire. Ça, là, c'est un travail que le Saman doit faire rapidement et mettre l'accent sur tout ce qui doit être revu. Avec cette déclaration, c'est déjà un premier pas. Mais c'est un premier. Mais maintenant, c'est aller pour poser les actes. Poser les actes, comme il a dit. On profite de cette transition pour, en tout cas, arranger ceux qui peuvent être arrangés pour que demain, les hommes politiques qui viendront verront déjà que c'est des textes qui sont là et qui sont régis et qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, je suis totalement d'accord qu'on enlève l'immunité de tout un chacun, que ce soit député, que ce soit ministre, que ce soit président, on enlève. Mais que ça ne soit pas uniquement les hommes politiques et autres. On enlève, parce que c'est ça en fait qui crée la discorde dans ce pays-là. Quand tu voles, tu dis que tu as l'immunité, tu ne pars pas en prison. On n'est pas capable aujourd'hui, la justice n'est pas capable de t'interpeller pour pouvoir t'écouter et pour pouvoir faire un jugement équitable. Non, mais dans ce cas, dans ce pays, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de justice équitable entre les Nigériens,
c'est le plus grand danger. Et je suis sûre que le Saman ne va pas se coucher sur ça. On le souhaite. Oui, le Saman, de tout le temps, le Ben Saman que je connaissais a toujours fait du bruit. On le souhaite. Et rappeler en on tout le cas, souhaite bien, Maimouna. Son rôle, a joué son rôle. Donc maintenant, c'est vraiment les accompagner aussi pour que ça puisse aboutir. On le souhaite vraiment. Dernier sujet de ce forum de la presse de ce vendredi 17 novembre 2023. Ce 10 novembre s'est tenu à Riyad le premier sommet Arabie Saoudite avec pour thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et aide humanitaire. Plusieurs chefs d'État africains y ont pris part et selon l'agence de presse saoudienne, le but de ce sommet est de développer les relations entre les deux parties, que ce soit l'Afrique et l'Arabie Saoudite dans divers domaines, de renforcer la coopération conjointe, d'améliorer les relations de partenariat stratégique et de valoriser les liens historiques entre elles. Alors Hussein Issa, avez-vous d'autres informations ou précisions sur ce premier sommet saoudo-africain? L'Arabie Saoudite, c'est un pays. L'Afrique, c'est 53 pays. N'est-ce pas? Donc voilà comment on infantilise l'Afrique. Sommet Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique, sommet États-Unis-Afrique. États-Unis encore, c'est plusieurs États, n'est-ce pas? Mais quand moi je vois ça, où tout le monde, les chefs d'État courent pour aller, alors ça pose un sérieux problème. Lequel selon vous? Le problème que ça pose, c'est justement que les gens acceptent d'être infantilisés. Parce que c'est quoi cette infantilisation? Tout le monde, y compris ceux qui sont des pays où c'est le christianisme domine, tout le monde est parti en Arabie Saoudite. Mais selon vous, ça n'a aucun avantage pour nos pays africains? Les gens sont allés parce qu'ils se disent il y a les pétrodollars, il y a des retombées. Qu'on crée les conditions pour que nos ressources là, n'est-ce pas? Je peux comprendre comme il dit, sommet Afrique Moyen-Orient, sommet comment on appelle je sais pas moi, Asie. Alors, ça je peux comprendre. Mais quand des gens se mettent dans cette posture, ça veut dire qu'on accepte d'être dans une situation où on pense toujours que c'est l'autre qui doit nous amener le développement. Alors que nous avons les ressources chez nous pour pouvoir, en créant justement les synergies nécessaires entre nous, en Afrique, pour pouvoir développer nos pays. On n'a pas besoin d'aller pendant 2, 3, 4, 5 jours s'asseoir, écouter des gens qui ont d'autres préoccupations. Et bon, mais voilà, on les a tous réunis, ils sont là. Le Niger a d'ailleurs été représenté par le Premier ministre du gouvernement. Dans un discours qu'il a prononcé, il a invité tous les pays et partenaires épris à venir investir au Niger et développer des partenariats mutuellement avantageux. Mais après, c'est fini, les gens se sont réunis, ils ont échangé. C'est une communication. Après, donc ils savent les problèmes que nous vivons, y compris l'Arabie Saoudite. Ils savent les problèmes que nous vivons, n'est-ce pas? Ils peuvent nous aider autrement, surtout qu'on est des pays musulmans. Mais souvent, nous sommes dans des difficultés, ils nous ignorent totalement. Alors, moi, j'ai dit, il faut attendre un sommet. Bon, ils viennent, ils font des propositions. Je ne sais pas, ils ont dit un montant qu'ils ont donné. Soulevé, oui, un montant de combien un fonds destiné à l'Afrique. Plus de 52 pays. Mais je me suis dit, vraiment, si c'est sur ça que les Africains comptent, mais c'est malheureux. Mais vous, Arimi, l'aide au développement. Oui, Arimi, êtes-vous aussi du même avis que Ousseini? Quel avantage pour nos pays africains? Au fond, oui. Mais pour en venir, je peux évoquer 2, 3 choses. Bon, pour le CNSP et son gouvernement, dans le contexte actuel, c'est une ouverture. On a vu le Premier ministre nigérien saluer le président nigérien, le président ivoirien, n'est-ce pas? Et ça a permis au moins qu'ils parlent. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais c'est une ouverture, mais aussi ça a démontré, entre autres choses, que, bon, au moins l'Arabie Saoudite ne fait pas partie de ceux qui nous ont isolés. Et donc tout forum, toute rencontre où les Nigériens, les hommes politiques nigériens, les dirigeants nigériens actuels peuvent aller, au moins se faire entendre, la voix du nez, c'est un atout. En cela, ça n'exclut pas ce que Husseini dit. L'Arabie Saoudite, sa principale richesse, c'est le pétrole.
À la faveur de la crise du Mali et du Sahel en général, on nous a ressorti ces dossiers comme quoi nos territoires sont parmi les plus riches au monde. N'est-ce pas? Eux, ils ont exploité durant des décennies, n'est-ce pas? Ils caracolent à la tête du monde, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Ils peuvent donc apporter appui à nos pays africains. Ils apportent, a l'habitude, ils financent des projets. Mais c'est pour dire que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas notre faute, nous autres, à la base, mais c'est la faute des dirigeants africains qui se sont succédés, qui n'ont jamais été en mesure d'exploiter les ressources que nous avons. Mais même quand ces ressources sont exploitées, c'est pillé en complicité avec les Occidentaux qui prennent une part et nos dirigeants qui s'asseyent correctement avec leur famille pour manger l'autre part. Donc, c'est en cela que ça ne saurait continuer. Je suis d'accord qu'un pays ne peut pas convoquer tous les continents africains, n'est-ce pas? Comme ça s'est fait. Et tous les pays qui s'estiment émergents ou puissants, aujourd'hui, ont leur rencontre dans l'année avec l'Afrique. Bon, il faut sincèrement dépasser ça. Les ressources que nous avons, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, nous, donc les gens sont nettement en avance. L'Afrique n'est pas prête pour s'autosuffire ou quoi? En tout cas, on a pris énormément de retard, alors que les ressources, nous les avons. Tout ce qui fait la richesse de tous les pays les plus riches aujourd'hui au monde, nous les avons. Nous ne sommes pas à mesure de les exploiter, nous ne sommes pas à mesure de gérer les retombées de ces ressources-là, ou c'est des miettes qui souvent qui ne sont même pas lisibles dans nos budgets que nous avons. Le Niger produit l'uranium depuis les années 60, n'est-ce pas? Est-ce à quoi ça nous a servi exactement, n'est-ce pas? D'autres pays qui produisent l'uranium, on sait qu'ils ont des centrales nucléaires, l'électricité, ce n'est plus un problème chez eux. Ceux qui ont le pétrole, nous, ça fait pratiquement une dizaine d'années que nous avons notre pétrole. Le temps est contre nous, Arimi, oui. Oui, mais regardez ce que Koweït ou Arabie Saoudite fait avec... Même l'Algérie à côté de nous. Mais c'est extraordinaire. Même l'Algérie là et le Niger aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Donc, il y a que les Africains se disent que nous-mêmes, on peut... Un pays comme le Congo, c'est vraiment un sacrilège qui ne soit pas dans la position de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite ou la France ou je ne sais quel autre pays peut montrer au Congo? Ce n'est pourtant du point de vue du territoire, du point de vue de la clémence du climat, du point de vue du sous-sol, ce qu'ils ont, mais c'est extraordinaire. On n'est même pas à mesure. J'ai vu des organisations qui s'occupent de la faim au Congo. Mais est-ce que vraiment on est... Mais Mouna, aujourd'hui, comment nos pays africains peuvent se réveiller aujourd'hui pour s'autosuffire, si on peut le dire? C'est d'abord ce que mes deux confrères l'ont dit. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'enlève pas de nos têtes qu'on peut être aussi, on peut s'autosuffire, et qu'on n'a pas besoin de quémander, qu'on n'a pas besoin de tendre la main, que ce soit un pays occidentaux, les pays occidentaux, que ce soit les pays européens. Ça veut dire tout simplement il faut travailler. Il faut travailler. Et le fainéantisme, là, il faut qu'on l'enlève. Ça, c'est une réalité, en fait. On est béni. C'est un pays, aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent est béni en Afrique. C'est un continent béni. C'est un continent où il y a tout ce que nous voulons comme ressources minières. Il y a l'eau. Il y a tout ça là. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'autosuffire? Regarde, même ici au Niger, ne parlons pas d'autres pays, mais parlons de notre pays. Aujourd'hui, il a fallu que la CEDEAO là, avec les sanctions de la CEDEAO là, pour qu'on puisse, pour qu'on s'alarme tout de suite, le prix du riz, le sac de riz est monté à 16 000, 17 000, alors qu'on pouvait être autosuffisant en riz depuis des années. Qu'est-ce qui nous manque pour ne pas être autosuffisant? Donc c'est tout simplement qu'il faut qu'on revienne à la réalité des choses. Il faut d'abord qu'on sensibilise nos populations. Il faut également qu'on crée les conditions de les faire travailler d'une autre manière. Parce que, comme on le dit, tout un chacun ne peut pas être dans un bureau aujourd'hui.
Oui. Et dans un bureau, quand tu te trouves dans un bureau aussi, il faut aussi des gens qui puissent réfléchir sur la marche de ce pays. Merci Memouna. Il faut travailler, il faut que l'Afrique se réveille pour vraiment son autosuffisance. C'est ici que prend fin ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 17 novembre 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci chers invités. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Armi Abba, journaliste à la radio alternative. Merci à vous. N'oubliez pas le programme des jeunes le samedi et dimanche avec l'actu des jeunes dès 17h suivi de tous à la FADA, et les samedis et dimanches les forums à langue Hausa et Zarma. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Mustafa Yuba, la régie vidéo Issa Lawali. Très bon week-end à tous. Au revoir.